Salut tout le monde et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis en compagnie de Henri, Bonsoir. de Ellie Bonjour. et de Jean-Loup Hello. qui forment le studio du Père, un studio qui est derrière le jeu Day of the Shell qui sort du coup semaine prochaine en démo, donc c'est la semaine du 18. Ce sera vers fin de semaine, c'est bien ça, où en fait on est sur un tactical roguelite. Alors qu'est-ce que ça veut dire très rapidement pour resituer vite fait? On est tout simplement sur un jeu tour par tour avec des cases où à chaque fois que je vais lancer ma partie, je vais avoir des éléments nouveaux sur une base commune. C'est-à-dire que globalement, je change pas complètement de jeu, mais par contre, les éléments que je vais rencontrer et avec lesquels potentiellement je peux faire des choix d'évolution, eux vont être nouveaux à chaque partie. Et donc c'est ça qui fait l'essence même, c'est-à-dire de perdre, de recommencer avec un peu plus d'expérience, des nouveaux montages finalement de personnages au gré des bonus qu'on va récolter. J'ai bien résumé ? Très bien résumé. Très très bien, je pense. Ouais. Et donc effectivement, cet épisode-ci, on a parlé évidemment de Day of the Shell un petit peu plus en détail, mais par contre, la grande question existentielle, vous êtes 7 à Dupère. Déjà, pourquoi Dupère ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de studio ? Bon, je pense qu'on peut deviner. Hein. Oh, il y en a qui ne l'auront pas. Hein. Ouais, du Père, c'est du verlan, c'est pour dire perdu, tout simplement, parce que on sait pas trop ce qu'on fait là. On a commencé, on savait pas vraiment où on allait, puis on s'est dit que globalement ça correspondait. J'aime beaucoup. Voilà. Donc le nom vient de là, ouais, concrètement. Et ça se prononçait bien en anglais aussi. Oui, C'était une des conditions, c'était ça, que ça se prononce bien en anglais. Facile à écrire, à prononcer, si on est français, si on n'est pas français, c'était aussi une des contraintes, mais être rigolo, c'est bien aussi. C'est ça. Et les Anglais trouvent ça incroyablement smart, alors qu'en français, c'est du verlan. Oui, c'est chouette. C'est très chouette. Et donc effectivement, je fais le tour de table en commençant par Jean-Loup. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement dans vos métiers ? Alors, Jean-Loup, du coup, et je fais toute la partie son dans le jeu, donc c'est la musique, le sound design, c'est-à-dire les effets sonores d'une attaque, un coup, une destruction, etc. Ainsi que l'intégration de tout ça, donc ça implique plus de la programmation et de l'utilisation de logiciels un petit peu complexes. Du coup, Ellie, je fais du game design, donc on va dire la partie créer les règles du jeu. Je fais de la direction créative, c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille à peu près tous sur le même jeu. Après un peu de la narration, de la gestion de boîte, de aider un peu les gens à faire un peu tout. Je fais de la cuisine. Voilà, je fais des trucs. J'aime bien le jeu de la cuisine. C'est littéralement, tu fais de la cuisine. C'est pour ça qu'on le garde. Hein. C'est clairement, c'est utile. Hein. Littéralement, tu fais à manger pour l'équipe. C'est ça. Quitte à résoudre des problèmes pour la team, manger, c'est un problème assez commun dans une équipe humaine. Ouais, tu serais étonné du nombre d'entreprises qui n'y ont même pas pensé, y compris chez les startups. Donc, bravo. Merci beaucoup. C'était le fruit d'une longue réflexion qui commençait par j'ai faim et t'inquiète, j'ai des pâtes. Clairement. Et du coup, donc moi c'est Henri, donc je suis principalement programmeur sur le projet. Je fais aussi l'administratif et la gestion de la boîte, et des fois je donne des coups de main à Ellie sur du game design quand il faut faire des maths et des tableurs Excel. C'est déjà pas mal effectivement comme tâche. Et puis on peut juste quand même présenter Bien sûr. nos camarades et collègues. Alors on a Megan qui fait le level design, donc ça c'est la gestion de l'espace en fait dans le jeu qui est très très importante. Elle fait les niveaux. Voilà, Ouais. elle fait les niveaux, les cartes, et il y en a plein des cartes, et il faut les penser, etc. On a une personne additionnelle en programmation, c'est Simon. On a Luca qui fait, alors c'est un peu invraisemblable, mais il fait tous les graphismes du jeu. Ça implique donc la modélisation 3D, les textures, les effets visuels, ce qu'on appelle les shaders, c'est un peu de la programmation, comme on réagit l'eau par exemple. On avait Mathéo sur notre projet en level design, et on a un producteur qui s'appelle Ryan, voilà, qui nous aide à garder un cap dans tout ça parce que c'est très complexe, donc il faut souvent s'organiser entre nous pour pas se marcher dessus, pour collaborer, pour être tenu au courant des avancées, etc. etc. Et puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est rappelé sous différentes formes, mais c'est vrai que le jeu vidéo c'est un art collaboratif, et justement ça me mène à la première vraie question, c'est finalement comment est-ce que vous en êtes venus à collaborer toutes et tous ensemble ?
En fait, on a commencé, donc c'était quand? C'était à l'été 2022. Donc au début, on était que 3, donc il y avait seulement Ellie et Lucas, donc l'artiste, et moi-même. On était tous les 3 freelance, et puis on rêvait un petit peu de faire notre propre projet. Ça faisait un moment qu'on travaillait dans le jeu vidéo, mais on rêvait d'avoir notre propre truc, essayer de faire quelque chose nous-mêmes, voir si on arrivait à peut-être en vivre, ou au moins quelque chose qui nous ferait plaisir et dont on serait fier. Donc on a commencé à le développer, on s'était donné 3 mois de budget, parce que après ça, il faudrait qu'on recommence à travailler pour manger, quoi, simplement. Donc on avait dit on ferait un projet en 3 mois, et puis après, s'il marche pas, et c'est tant pis. Le plan à la base, c'était Ellie fait le game design, c'est-à-dire la conception du jeu. Moi, je fais la programmation et Lucas, il fait l'art. Et je crois précisément ce qu'on avait dit d'ailleurs, c'était Lucas, il fait l'art, moi, je fais la programmation et Ellie, il fait le reste. Et donc le reste étant pas la partie qu'on aurait pensé la plus difficile, étrangement, au début. Parce que vraiment, quand on a commencé, on s'était dit, bon, un seul programmeur, un seul artiste pour un jeu vidéo entier, c'est quand même pas évident, ça va être chaud. Hein. Et ouais, 1 an plus tard, on avait recruté 3 personnes de plus pour le reste. Ouais, clairement, Et on avait toujours un programmeur et un artiste. Et ça se passait bien. Et ça se passait bien, ouais. Après, on a embauché un autre programmeur au bout d'un moment quand même, Oui, mais globalement, ça a été... Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu, donc on a commencé à le développer, on l'a montré assez rapidement, donc à des soirées pro, dans des bars avec juste des gens pour leur montrer le jeu, en tout cas la version de travail qu'on avait commencé à développer. Et ça plaisait à des gens, etc. Des gens qui commençaient à avoir vu le jeu. Au moment où on commençait à arriver au bout de la période qu'on s'était donnée pour terminer ça, on est rentré plus ou moins par coïncidence avec des éditeurs qui nous ont proposé en fait de financer le jeu si on voulait en faire un projet plus gros et commercial. Et donc de là, on n'a pas accepté immédiatement, mais en tout cas, ça nous a vraiment enclenché une réflexion de notre côté et si on en faisait quelque chose de plus gros en fait. Donc de fil en aiguille, on a créé une entreprise, on a commencé vraiment à réfléchir on a pris quelques personnes, par exemple Jean-Loup a rejoint l'équipe à ce moment-là, donc c'est là qu'il y a Mathéo qui a rejoint l'équipe en level design, qu'il y a Ryan qui a rejoint l'équipe en producing, en gestion de projet à ce moment-là. Donc on a été 6 assez rapidement dans l'année, on a été 6 globalement. Et du coup, quasiment 1 an après avoir commencé le projet, on était une vraie entreprise financée, professionnelle, et on pouvait se payer pour faire ça, quoi. Donc il a quand même fallu bosser 1 an sans être payé. Mais à la fin, depuis ce moment-là, en fait, on est officiellement professionnel avec une entreprise qui tourne vraiment pour ça. C'est beau. Et effectivement, la partie recrutement, ça a été compliqué. Comment est-ce que finalement vous êtes retrouvés les uns et les unes les autres? Alors le truc qui est intéressant, si Ellie, tu veux répondre à la question peut-être? Comme tu veux. Alors le principe de base, c'est que quasiment tout le monde dans la boîte, je parlerai pour les exceptions après, mais quasiment tout le monde vient de la même promotion. En fait, on a tous fait nos études à Valenciennes, à Rubitia. Et c'est de là-bas qu'on se connaît. Moi, j'allais dire, il y a 6 personnes sur 7 actuellement qui viennent de cette promotion. Alors, Lucas a été dans la section Game Art, nous en Game Design pour les autres. Jean-Loup qui est donc au son était là la première année et après est parti justement faire de la musique. Mais en gros, c'est de là-bas qu'on s'est rencontrés. Il y a Simon qui ne vient pas de cette promo-là, qui du coup vient d'une autre école, mais surtout il travaillait avec des gens qui viennent de la même école de la promotion dont nous qui ont fait en garde justement, et c'est par là qu'on a connu Simon. Et on s'est bien entendu, on s'est dit vas-y, ça peut être sympa de bosser avec. Et voilà, et du coup il y avait Mathéo aussi à l'époque, qui était un de mes élèves à une époque, puis qui a été stagiaire puis apprenti chez moi pendant 1 an. Et du coup, voilà, qui à la fin de son apprentissage, je dis vas-y, si tu veux nous rejoindre un petit peu là sur le projet, ça peut être sympa. Et du coup, il nous a rejoint à ce moment-là. Ça fait grande famille. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais c'était déjà le but aussi de travailler avec des gens avec qui on travaille depuis déjà vraiment très longtemps, parce qu'au final, pendant les 5 ans à l'école, on a quand même eu l'occasion de faire beaucoup de projets ensemble, de se connaître un peu, de se faire confiance sur certains sujets, de savoir comment faire en fait. Jean-Loup? Ouais, de l'importance du réseau, du coup, parce que c'est vraiment que du réseau. Et c'est pas forcément un réseau on s'est pas rencontrés à des événements réseautage, mais c'est du réseau un peu passif on se connaît depuis longtemps, on sait ce qu'on vaut, on se fait confiance, etc. Ça reste un composant très, très, très important, surtout, je pense, dans le domaine de l'indépendant, où on fait pas forcément des grandes annonces on va recruter, mais on a toujours des gens dans notre sphère proche qui remplissent potentiellement le profil qu'on recherche, donc on va principalement aller voir vers ces gens s'ils sont d'accord, etc. Et ça se passe un peu au feeling, beaucoup en fait. Donc beaucoup de réseau et beaucoup de feeling. Clairement, on utilise beaucoup le mot réseau dans pas mal de métiers et tout, jeux vidéo compris, parce que c'est des milieux où ça se joue beaucoup la confiance, et du coup c'est cool quand
quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui dit que cette personne elle fait du bon taf. Mais en vrai, le réseau, ça consiste surtout à aller boire des coups avec les gens et leur raconter des conneries. Et du coup, la réalité de ce qu'on appelle du réseau, c'est plutôt ça, quoi. Oui. Ouais, ça, le réseau, c'est nos potes, simplement. Quand on a besoin d'un coup de main, on a besoin de quelqu'un qui sait faire de la musique parce que c'est trop de travail pour nous et que c'est pas assez bien ce qu'on fait. On connaît qui fait de la musique. Tiens, on est potes avec Jean-Loup. On va l'appeler. Est-ce que t'es dispo, Jean-Loup? Et puis, il a accepté et puis ça finit comme ça, quoi. C'est ça. Oui, donc en fait, vous partez à 3 sur l'idée de base. Et puis après, en fait, finalement, vous recontactez les amis, mais pas que, puisque en fait, c'est des gens, comme vous disiez, avec qui vous avez déjà commencé à travailler, vous avez déjà vu en fait sur le terrain. C'est comme ça que vous arrivez, entre guillemets, à grossir aussi vite. Parce que mine de rien, ça vous fait 4 personnes à recruter en moins de 2 ans. Il y a des boîtes qui ont failli pour moins que ça, on va dire. C'est pas si évident que ça de garder, tu disais, Ellie, de faire en sorte que tout le monde travaille sur le même jeu. Vous vous connaissez, vous avez déjà travaillé ensemble, etc. Cette notion de il faut que tout le monde travaille sur le même jeu, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire au quotidien? Dans l'ensemble, on est avec des gens qui sont assez expérimentés, on est sur une petite équipe, donc ça va, c'est pas une communication qui est très difficile. On se trouve pas comme sur des projets à 200 personnes ou 3000 où il faut que ce soit hyper technique. Il y a aussi le fait que c'est un jeu qui est très basé sur son gameplay. Et du coup, les gens ont pu le tester beaucoup, se mettre dans l'ambiance de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, on a pu fixer ça assez vite, je pense. Et du coup, ma réponse est non dans le contexte. Maintenant, oui, c'est un métier compliqué quand t'as 200 personnes et que c'est un peu comme les réalisateurs qui ont qui ont une équipe de 200 personnes et qui ont quelqu'un qui fait la photo et qui ont quelqu'un qui tient les caméras et qui ont des acteurs et des gens qui font la direction d'acteurs et tout le bazar, et l'administratif et tout, et qui doivent au final faire une espèce de cohérence là-dedans. Ça, je pense que c'est ça le métier difficile. Et nous, on essaie, c'est pour ça que je dis directeur créatif, pour ce que ça veut dire asset, parce que c'est pas le métier hardcore du réel que je fais ici. Oui. Voilà, c'est juste de temps en temps rappeler, là, je pense qu'on dérive. D'accord. Ça va. Ça va. c'est pas le gros de mon travail. Ouais, tout le monde a effectivement, vous avez senti que cette plus grosse équipe en fait avait compris le travail de base et votre intention et là où vous alliez, etc. Puisqu'à la base, effectivement, vous avez démarré à 3. Quand il y en a d'autres qui arrivent, il s'agit aussi de faire en sorte que les autres comprennent finalement. Ouais, l'avantage qu'on a avec ça, c'est justement que chaque personne a un boulot très différent, chaque personne a vraiment un poste très différent. Et donc, on est rarement à collaborer sur vraiment la même chose. Là où dans des entreprises plus grosses de jeux vidéo, par exemple, il y aurait des équipes de programmeurs, des équipes d'artistes. Sur chaque pôle, il y aurait vraiment des gens qui collaborent. Chez nous, on est vraiment à avoir... pendant longtemps, on a eu un seul programmeur, on en a 2 maintenant. Mais on a un seul artiste, une seule personne au son, une seule personne au level design. Et donc, ça fait qu'on peut vraiment donner à chaque personne la place de s'exprimer et de faire son truc, même si, il y a un minimum de besoin de cohérence quand même, d'avoir l'idée générale de ce qu'on fait. Mais là-dedans, chaque personne peut l'interpréter comme elle le désire et faire, et faire vraiment sa patte, sa touche de comment est-ce qu'elle veut travailler. Ce qui fait qu'au final, la coordination d'une équipe qui commence à grossir un petit peu est quand même pas si complexe que ça, quoi. Je pense par rapport à d'autres projets. Il y a pas mal de formes finalement que peut prendre une entreprise de jeux vidéo, d'un studio. Vous êtes quoi, tous salariés en fait d'une entreprise. Comment est-ce que vous avez décidé de travailler finalement? Alors le format qu'on a adopté en fait, étant donné que Ellie et Lucas et moi, quand on a créé l'entreprise, on est tous les 3 du freelance. On était indépendants tous les 3 et on avait vraiment cette habitude de travailler à nos heures quand on était le plus à l'aise de chez nous. On n'habitait pas dans les mêmes villes, etc. Donc on était vraiment chacun de notre côté. Et on a juste continué à travailler comme ça parce que c'était notre préférence et notre habitude. Et la boîte, on l'a vraiment structurée de cette manière-là, en fait. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on continue d'être freelance, en fait, continue d'être chacun sa propre entreprise, sa propre structure, de manière plus ou moins indépendante. Et donc, on travaille chacun à heure libre, en télétravail, etc. Et principalement, la collaboration, la communication se fait beaucoup en asynchrone, c'est-à-dire par message, etc. Voilà. D'accord, donc en fait, alors ça c'est un truc qui peut défriser un petit peu les entreprises plus classiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez vos horaires, vous vous croisez parce que vous planifiez de vous croiser finalement, mais le reste du temps, en fait, c'est vraiment par message, de façon décalée. Du coup, comment est-ce que vous assurez que le travail soit quand même accompli? Parce que quand les patrons vont avoir cette, entre guillemets, cette angoisse-là, finalement, c'est ouais, mais mes salariés vont pas forcément travailler.
Déjà, il y a deux choses. Donc, en fait, pour préciser aussi, tout le monde dans la boîte est actionnaire de la boîte. Il n'y a pas de patron au sens où tout le monde est un patron dans la boîte. Et je sais que c'est un peu une formule un peu qu'on peut entendre à des moments, mais pour le coup, c'est vraiment le cas pour nous. Tout le monde est associé vraiment et a les mêmes droits exactement dans l'entreprise. Et les utilise aussi, en fait. Ça marche aussi parce qu'on est 7. Ça marche parce que c'est des gens qui sont un peu expérimentés, qui ont l'habitude de ce genre de choses. Et ça marche aussi parce que, pour en tout cas la plupart des gens qui étaient là d'origine, et je veux dire une bonne partie de maintenant, je préfère juste pas m'exprimer au nom de tout le monde, mais dans le principe, qui étaient des gens qui étaient des studios parce qu'ils en avaient marre d'être qu'on leur demande l'autorisation de prendre des vacances et de ne pas pouvoir choisir leurs horaires. Donc le truc, c'est que maintenant, avec un peu d'expérience, on sait ce qu'on veut. Donc c'est comme ça qu'on voulait faire les choses. Et au final, les boîtes dans lesquelles ça va passer comme ça, on est parti. Et on faisait pas super bien le taf. Alors que là, on y reste et on le fait. Donc au final, pour moi, c'est une question de... j'allais dire, je poserais la question dans le sens à quelqu'un qui craindrait le fait que les gens abusent de ce système, qui est... est-ce que tu es sûr que dans des conditions où ça marche pas, la personne n'abusera pas du système? Oui, c'est toujours la question. Les gens sont contents d'être là, du coup ils font du bon boulot et c'est cool. Quoi. Ouais, c'est toujours la question de la productivité finalement, où on va avoir des gens qui veulent absolument que les horaires soient respectés pour la productivité, alors qu'en réalité, potentiellement, la productivité elle se trouve ailleurs. Quoi. Et puis aussi, encore une fois, on est 7. Oui. on est 7, on se connaît, on se fait confiance. Et du coup ça marche. Je dis pas non plus que c'est le modèle qu'il faut adopter ou ce genre de choses, mais dans notre contexte, il n'y avait pas de raison de faire quelque chose de plus restrictif en fait. Et le fait est que là, ça fait 2 ans et demi et que ça roule toujours. Donc, Ouais, et je pense qu'au fond, la manière dont on pourrait résumer ça, c'est de dire que c'est une sorte de collaboration en fait entre différents créateurs, créatrices dans le jeu vidéo, plutôt qu'une entreprise traditionnelle avec les patrons, les employés qui font ce qu'on leur dit. Donc il y a plutôt le côté de chacun est là pour apporter sa propre patte, sa propre touche au projet. Et on a vraiment essayé au maximum de partager les responsabilités, partager les droits, les bénéfices du jeu, etc. Parce que tu parlais de comment on fait d'être productif, de faire en sorte que tout le monde travaille comme il faut, etc. La manière dont on le voit, je pense, c'est de dire que pour avoir la bonne volonté des gens, pour faire en sorte que les gens donnent leur maximum et soient vraiment à fond dans ce qu'ils font, il faut leur faire confiance et les laisser travailler de la manière qu'ils préfèrent simplement. Et voilà. Ouais. C'est adapté au projet, adapté aux gens et adapté aussi à la situation. Donc, c'est vrai que le côté collaboratif, c'est quelque chose que vous avez vraiment mis en avant, en fait, pour votre premier jeu Day of the Shell. C'est vrai que c'est intéressant pour des entreprises, peut-être aux activités plus classiques, de se rendre compte qu'elles ne sont pas obligées d'avoir des formules classiques, en fait, d'organisation. Et de la même façon que le côté collaboratif dans une entreprise, c'est quand même l'essence même au départ, en tout cas. Par contre, effectivement, ma question, elle va être un petit peu orientée justement sur cette première collaboration d'entreprise, puisque vous connaissez d'avant. Mais est-ce que pour vous, sortir votre premier jeu, on parlait du reste en tout début d'émission, c'est-à-dire le reste qui est devenu de plus en plus gros, puisque c'est tout ce qui n'est pas en fait la création du jeu lui-même. À quel point en fait à quel moment vous vous êtes rendu compte surtout que le reste en fait allait prendre une telle place, et comment est-ce que vous avez géré ça? Alors, très sincèrement, on s'en est rendu compte assez vite. Je m'en suis rendu compte assez vite puisque je faisais le reste. Non, c'est parce que il y a plein de choses à faire. On va dire qu'on a essayé de faire beaucoup de choses d'un coup. On a essayé de faire quelque chose de petit en pensant que c'était petit, mais ça l'était pas. Donc bon, voilà, on s'en est rendu compte de manière assez évidente, juste quand j'ai plus le temps d'exister et que j'arrive pourtant pas à remplir toutes mes tâches. Du coup, on a demandé rapidement à quelques amis, à Jean-Loup rapidement, bonjour, est-ce que tu peux venir faire le son? Parce que moi, du coup, je faisais un petit peu de son avec ce qui traînait et ça, en soi, ça passait, mais c'était pas génial. Pareil, je pouvais faire, je comptais récupérer 2-3 musiques à gauche à droite. On a Jean-Loup qui est musicien aussi à côté, à côté surtout d'ailleurs, et du coup, qui pouvait gérer ça. On a, Ryan, je pense que c'est un des premiers à nous avoir rejoint aussi. Donc, qui était le producteur, donc qui nous aidait à la gestion de production, parce que, pareil, quand on a 3, ça va très vite de communiquer et de gérer une équipe. Surtout quand c'est 3 personnes qui se connaissent, qui sont un peu expérimentées, ça passe vite. Quand tu commences à monter à 5, 6, c'est bien d'avoir quelqu'un qui gère un peu ce genre de choses, et puis qui assure la communication avec l'extérieur, parce que pareil, il y a communiquer entre nous, mais il y a aussi communiquer avec les comptables, les avocats, les différentes personnes qui vont travailler avec nous de manière générale.
qui résout les petits conflits, des choses comme ça. Enfin, ça peut paraître très anecdotique, mais en fait, c'est ce genre de petites tâches cumulées et mal faites qui vont commencer à poser des problèmes. Donc voilà. Bonjour Ryan, merci Ryan. Et voilà, il y a Mathéo, du coup, à l'époque, qui faisait le level design. Maintenant il y a Méliane qui le fait. Mais qui... Alors, ça, du coup, pour vulgariser un petit peu, dans le jeu vidéo, on va dire que il y a le game design et le level design. Le game design fabrique des briques de Lego. Le level design assemble des briques de Lego pour qu'on ait des niveaux. Et voilà, il faut donc le game design doit créer des briques assez intéressantes et le level design doit faire un assemblage assez intéressant pour que quand vous jouez, ce soit chouette, quoi. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà eu le plaisir d'organiser des ateliers de level design avec des architectes de métier, puisque effectivement l'organisation de niveau fait appel à certains principes théoriques en fait que vous retrouvez finalement dans l'architecture. C'est-à-dire votre maison, où est la cuisine, où est à quel moment en fait on coupe les odeurs justement d'un truc. Donc c'est l'organisation vraiment, notamment de l'espace en fait, et justement le côté amusant. Où sont les plateformes. Exactement, de la gestion de la difficulté pour pas qu'on se retrouve avec un truc trop facile et qu'on s'ennuie ou trop dur et que ce soit frustrant. Enfin, voilà, ce métier-là est un métier à part entière, donc du coup là, ces gens-là nous ont rejoints au fur et à mesure, et du coup, Simon, je pense que c'était le dernier arrivé, et là du coup c'était plus pour le reste, c'était pour relayer Henri qui a commencé à faire aussi du reste, et du coup qui s'est retrouvé aussi à galérer à nous suivre. J'oublie quelqu'un. Non. Mais du coup, il y a effectivement tout ce reste et il y a en fait, quand tu fais un jeu indé, ce que voit le joueur à la fin, c'est des visuels, de la programmation, un peu de son, et voilà. Mais il y a le boulot de level design qui est presque invisible s'il est bien fait en fait. Donc c'est un peu ingrat. Mais il y a en fait, pour moi, le plus ingrat, c'est toutes les heures d'administration que j'ai vu d'autres gens dans la boîte faire, que je n'ai pas fait personnellement et je leur en suis redevable. On parle de démarcher pour obtenir des fonds. Par exemple, il y a la gestion de l'argent, c'est quelque chose qui se fait pas le mois d'avant. Ça se fait avec un planning. Il faut pas rater des deadlines qui sont souvent des mois avant que l'argent, les premiers cachets arrivent. Donc tout ça demande une grosse gestion, une capacité à anticiper, etc. Et c'est des tâches en fait par exemple un studio, quelqu'un qui fait un jeu tout seul doit faire la programmation, les visuels, etc. Mais doit aussi s'occuper du financement de son jeu, du marketing de son jeu, etc. Donc on a aussi beaucoup d'aide niveau marketing de la part de notre éditeur. C'est ça le reste en fait, c'est tous les métiers dont on se rend pas compte. Mais en fait, sans ça, par exemple, c'est très possible, c'est tout à fait possible. Ça arrive trop souvent malheureusement. Des petites équipes d'indés qui font des jeux fantastiques, spectaculaires, mais en fait le jeu passe inaperçu parce qu'en fait les gens qui voulaient y jouer ne savent pas qu'il existe. Donc il n'y a pas eu de marketing parce que la personne a que 24 heures dans une journée, faut qu'elle dorme, faut qu'elle mange et puis elle fait tout le reste. Donc nous on a énormément de chance d'avoir en interne, donc dans une équipe de 7 personnes, on a au moins 3 personnes qui touchent de près ou de loin au BizDev. Et le BizDev, c'est le business development. C'est justement la gestion de comment on va survivre financièrement dans cette économie. Pardonnez-moi la phrase un peu bateau, mais c'est pas non plus une période, c'est pas l'âge d'or du jeu vidéo, en tout cas financièrement en ce moment. Donc il faut penser à tout ça et c'est un métier à part entière. Et nous on a la chance en tant que studio indé d'avoir des personnes qui font ça, parce qu'il y a beaucoup de studios indé où c'est une compétence qui manque. C'est vraiment une compétence qui manque. Et non, c'est vrai que effectivement, avant d'exister sur le marché d'une façon générale, les entreprises oublient qu'il faut déjà exister pour elles-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous représentez, où est-ce que vous allez, avec quelles valeurs, quels moyens, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, et ensuite, effectivement, exister par rapport à l'écosystème, c'est-à-dire avec quels partenaires on existe, pourquoi est-ce qu'on existe avec celui-là et pas avec celui-là, et ensuite, à un moment donné, il y a un produit ou il y a un service qui touche la cible. Et effectivement, du coup, Day of the Shell, votre premier jeu, la semaine du 18 novembre, en fin de semaine, il y aura la démo gratuite que les gens pourront tester s'ils veulent un jeu accessible et puis aussi qui se gère avec un clic de souris. Donc, qui est relativement facile à prendre en main pour le coup. En tout cas, écoutez, merci beaucoup, Jean-Loup, Henri, Élie, de votre présence. Merci beaucoup. Et puis, Merci. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode. Et en attendant,
Je souhaite à vous toutes et tous, évidemment, une excellente fin de journée, et puis je vous dis à demain.